Salut Michel, moi ça me fait plaisir de t'avoir puisque en fait tu vas nous donner, je dirais presque en avant-première, le programme d'Intelligence Marketing Day, qui est pour moi l'un des premiers salons sur le marketing vraiment dédié contenu et au-delà du marketing de contenu, puisque en fait l'année dernière on a vu des conférences sur les neurosciences, avant on a vu sur la culture client, j'avais moi-même fait une conférence sur l'effet waouh, donc vraiment c'est marketing au sens large. Donc, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore Intelligence Marketing Day, ce que c'est, où ça se passe et pourquoi il faut y aller? Et ensuite, on va faire ensemble les 5-7 tendances sur lesquelles surfer en 2025. Alors, dis-moi tout. Écoute, Fred, je suis très très content effectivement d'échanger avec toi ce midi. Effectivement, on va redonner un petit peu de contexte quand même sur Intelligent Marketing Day parce qu'il y a une petite histoire derrière. C'est Mhm. que les Bretons que nous sommes en avions marre d'aller à tous les événements parisiens. Paris draine beaucoup beaucoup d'événements et en fait, on avait envie en région de créer aussi un événement fort et forcément sur le l'inbound marketing il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'était plutôt l'inbound marketing qui était je dirais, qui se lançait en France. Et donc, on a profité de ce tremplin pour lancer Inbound Marketing France. Ça a été tout de suite un gros succès pour plein de raisons. C'est en région, donc il y a une forte visibilité possible, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas un événement tous les jours comme à Paris. Et puis, les Parisiens peuvent aujourd'hui descendre à Paris très facilement, c'est 1h20 de TGV. Donc, ça se Pour fait aller à bien. Et Rennes, parce que le salon se arrête, déroule à Rennes, bien sûr. arrête, arrête. Et ils nous disent, on vient pour la journée. En fait, voilà, on met la journée dans l'agenda et toute la journée, on est disponible. Et donc, notre événement est particulier parce qu'il y a 35 conférences sur une journée. Et en fait, chacun vient picorer ce qui l'intéresse parce que justement, le niveau de maturité qu'on peut avoir, il peut être différent d'un sujet à l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on traite de tous les sujets d'acquisition. On traite beaucoup de data, on traite beaucoup d'IA parce que on suit le marché, on suit les tendances. Et c'est vrai que c'est un événement, ça va être sa neuvième édition. Ça aura lieu le mardi 17 juin à Rennes. Et effectivement, l'année dernière, c'était 900 directions marketing qui étaient présentes. Et puis, c'est aussi un buzz assez colossal des influenceurs, des speakers, etc. Et autre élément de notre ADN, c'est qu'il y a toujours des speakers un peu stars qui viennent. On a quand même, je pense qu'on peut quand même s'en vanter un petit peu à Rennes, d'avoir eu Seth Godin, d'avoir eu April Dunford, d'avoir eu Rand Fishkin. C'est quand même des stars mondiales Mhm. du marketing qui viennent. Et cette année, on a une star. Je ne vous le dis pas encore pour vous rester jusqu'à la fin. Mais effectivement, voilà, on a un super programme. C'est un événement où on peut rencontrer tous ses pairs sur le marketing, sur le digital. Voilà, c'est vraiment un bel événement et il est particulier puisque je le gère à titre bénévole. Il est toujours à but non lucratif et il est toujours avec des étudiants en projet tutoré. Donc, on n'a pas changé de ce qu'était notre organisation malgré le succès malgré la place qu'il a pris, puisqu'il est quasiment premier événement français aujourd'hui. Voilà, on n'a pas changé notre ADN. Et on nous dit souvent, c'est un événement généreux. Et le public trouve que l'événement est pourvu, puisqu'il n'est pas commercial. Donc c'est vrai que c'est particulier dans le paysage de l'événementiel. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de conférences, donc des plénières où tu as vraiment que ces fameux intervenants de qualité qui sont là pour donner des conseils. C'est quasiment de la masterclass, hein, puisque il y a vraiment des infos généreuses. Après, il y a des ateliers qui sont beaucoup plus confidentiels sur des sujets plus précis. J'avais bien aimé, il y avait des ateliers avec Bruno Felansky sur LinkedIn, par exemple. Il y avait Stéphane Truffem aussi également. J'avais assisté à quelques ateliers sur le branding après Delford. Il était vraiment génial. Et même moi, tu vois, j'ai appris des trucs. Et je trouvais que c'était vraiment des invités stars que tu réussis à trouver qui sont vraiment différenciants et qui permettent en fait de sortir un petit peu, prendre du recul. Et ce genre d'événement-là permet d'avoir des insights, des idées. Et après, on rentre chez soi et on se dit, ah tiens, j'ai vu ça, je vais le mettre en application. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle, alors aujourd'hui, c'est Intelligence Marketing Day, parce qu'on a changé de nom il y a 2 ans maintenant, bon, pour suivre la tendance et puis relooker un petit peu tout ça. Et puis parce que la data IA a pris la place. Et donc, sur cette chaîne, on retrouve une grande partie des captations et de ce qu'il faut retenir. Donc, ça permet si vous avez raté l'année dernière, ça permet d'aller, en tous D'avoir les une cas, idée, oui. vidéo. Et effectivement, l'ADN, elle est de donner et d'expliquer avec avec un côté vraiment très pédagogique, tous les leviers pour développer son business. Et c'est vrai que ça évolue beaucoup. Et donc, on a ce que tu disais, on a des conférences plutôt inspirationnelles où là, on prend un peu d'auteur et on se pose des questions sur des sujets. Donc, il y a des tables rondes. Donc, les formats, il y a des interviews. Et puis, on a des masterclass workshops très, très pragmatiques où là, effectivement, on dit comment on fait. Alors, tu citais
Bruno et Stéphane Truffem, Bruno Freelansky et Stéphane Truffem, qui n'ont pas pu s'empêcher de revenir cette année et qui m'ont sollicité et qui viendront faire du coup un workshop sur comment débuter dans l'IA quand on n'y connaît pas grand-chose. Et donc, ils vont nous proposer quelque chose de très, très sympa. Donc, typiquement, ça fait partie des fidèles qui essaient de nous présenter du coup un workshop. On va retrouver aussi Célim qui a sorti un très beau livre sur le copywriting et qui sera du coup présent. Alors, c'est Céline Netderofer. Avec les mots magiques. Voilà, avec les mots magiques, très très beau livre que je vous conseille de Je lire. dis pas ça que c'est un très bon livre parce que j'ai un mot dans la liste, hein, mais c'est vrai que c'est un bon bouquin. En plus, il est dispo en audio, lu par Célim. Donc en fait, c'est même moi, tu vois, j'ai le bouquin papier et j'ai quand même acheté la version audio. Ouais, c'est sympa. Non, c'est un livre que j'ai apprécié de lire. C'est un vrai best-seller comme tu as pu en faire du coup sur le gros marketing. Donc ça fait partie des beaux best-sellers du coup des livres à lire. Et je crois que le tien est en réédition. Ouais, 10 000 ventes, gros hacking V3. Ouais, c'est vraiment super. Donc voilà, donc je vous le conseille aussi. Ça fait partie des livres hein, vraiment à lire en ce moment. On va forcément travailler aussi sur le branding parce qu'en fait, le branding revient dans les grandes tendances. Aujourd'hui, 64% des CMO estiment qu'il faut repositionner le branding. Pourquoi? Bah, en fait, on est parti pendant une décennie là, sur la lead gen tout azimut. Et on a bien souvent oublié de retravailler son positionnement, sa marque, sa plateforme de marque, etc. Alors qu'en fait, il faut bien faire la différence. Et la différence se fait aussi sur l'image qu'on peut donner. Non, mais Donc, tu as raison, effectivement, parce que le problème, c'est que quand tu es dans un environnement concurrentiel un peu compliqué comme maintenant, la personne doit se dire, mais pourquoi je prendrais vous plutôt qu'un autre? Et on voit bien que dans des environnements un peu matures, comme nous, dans la relation client, bah, les gens se disent, mais vous faites tous un petit peu la même chose. Expliquez-moi, dites-moi ce que vous êtes différent. Alors, bien sûr, il y a le fonctionnel. Il y a aussi, on va dire, les services, mais il y a aussi les valeurs qu'on partage. Je sais que le Made in France, toi, tu es un grand fan du mais produit en Bretagne hein, aussi. Eh ben, ouais, c'est expliquer aussi ça, les valeurs RSE aussi, ça c'est quelque chose qui est important de valoriser parce que quelque part entre deux prix similaires ou proches, eh ben parfois, c'est vrai que je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un webinaire sur le B2B, finalement c'est peut-être pas juste le prix qui compte, mais ce petit truc en plus, comme tu l'as dit, est-ce que c'est le positionnement, est-ce que c'est la vision qui va permettre de dire, bah, ok, je penche plutôt pour cette personne-là parce qu'elle a des valeurs qui sont proches des miennes. ouais, je partage ce que tu dis. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin de retrouver de l'authenticité, qui est quand même un élément très important de la nouvelle tendance dans les contenus. Il faut que les contenus soient authentiques, il faut qu'on arrête un petit peu de tout automatiser à outrance. Et effectivement, bah, le branding reprend sa place. Donc, on aura un très beau masterclass avec Thomas Husson de Forester, hein, qui nous fait le grand plaisir de revenir du coup sur cette 9e édition. Et le sujet, c'est quand quand les fake news font mal aux marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a aussi des fake news, etc. On est dans un monde qui évolue sur les réseaux sociaux. Il y a plein de cas de fake news qui font mal aux marques. Et donc, il va bien nous expliquer comment ça fonctionne, comment les déjouer. Donc, c'est une très belle conférence qu'on va voir sur les marques. On a aussi un sujet clé qui est important. C'est aujourd'hui, on est quand même dans la crise, même si c'est un mot qu'on n'aime pas dire. Mais on voit bien qu'avec tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, j'ai envie de dire que chaque jour Chacun un petit peu est frileux. Et ça, on le voit, c'est cette frilosité. Alors, est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas acheter un nouveau produit, un nouveau service? Ou tu dis, je vais peut-être faire attention. C'est vrai que ça, c'est un nouvel environnement concurrentiel. Nous, je crois que il parlait des 30 glorieuses et qui étaient passées. Je crois qu'on parlait des 30 extraordinaires ou je ne sais quoi. On y était en plein dedans. Maintenant, ces 30 extraordinaires, on voit qu'on touche les limites, quoi. Ouais, on touche les limites et sachant que le premier élément qui fait qu'un client va acheter, c'est la confiance. Mmh. C'est ce qui est cité dans toutes les études. Donc aujourd'hui, on est la confiance. Alors on peut la créer dans l'acte de vente, on peut la créer dans son approche, dans son branding, dans tous les leviers qu'on exploite. Donc on peut créer ce climat de confiance qui fait qu'on va plutôt nous choisir qu'un autre, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, effectivement, il faut déjouer les pièges un peu par rapport à la crise. Et donc, on va avoir un masterclass hyper intéressant dont tu as participé à ce que je puisse du coup rentrer en contact avec ce speaker. C'est François Casal. Et c'est un concept antifragile. L'entreprise Oui. doit résister à la crise avec un marketing anti-crise. Donc, c'est vraiment, je pense, un masterclass aussi qui est intéressant, qui est contextuel, tout simplement.
et que tu connais bien, puisque c'est toi qui m'avais parlé de ce sujet, très bon concept que tu m'as expliqué. Ouais, je trouve Donc que là, c'est c'est une Nicolas Taïeb qui a indiqué ça. Et c'est vrai que François Casals a été un des experts pendant très très longtemps de la stratégie Océan Bleu en France. Et maintenant, il se rend compte que cette stratégie Océan Bleu doit pas uniquement se faire au niveau des produits, donc de la différenciation de l'offre, mais également surtout de la structure d'entreprise. Et cette résilience, je pense qu'elle doit être absolument appréhendée et mise en place dans toutes les organisations parce que on l'a vu et tu l'as dit, on n'est plus au bout de nos surprises entre un Covid ou Donald Trump qui sort le bâton pour taper sur ses petits camarades européens, asiatiques, etc. Non, on n'est plus à l'abri de nos surprises et donc il faut que l'entreprise soit prête à faire face à ces surprises qui vont avoir un impact sur son business, son organisation et ses clients, quoi. Il y a une vraie instabilité du marché. Maintenant, il y a aussi des espaces d'opportunité, hein. Je pense qu'il faut aussi être positif. Et puis après, dans les autres masterclass, on va forcément aussi parler d'IA. Le groupe MV Group, dont je fais partie à travers la filiale Humans B2B, a investi 3 millions d'euros et on a 30 collaborateurs aujourd'hui sur la partie IA et on a décidé de présenter au public les développements IA qu'on a fait sur la dernière année. Donc, c'est David Couriot, qui est responsable d'IA chez nous, qui va venir Ouais. présenter du coup ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est du concret, c'est des réponses à des besoins internes et clients. Et donc, c'est une bonne photographie de comment on peut prendre ces enjeux-là à bras-le-corps. Alors, forcément, on le prend nous parce qu'on a des enjeux forts sur nos marchés et sur les demandes clients, mais il y a vraiment une transparence du groupe qui est intéressante, qui va être de présenter ces offres-là. Et puis, dans la suite logique, j'ai eu envie aussi de partager du coup les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des CMO qui cartonnent, hein, dans leur société, qui ont bien développé l'activité, qui ont trouvé les créneaux, et puis qui ont aussi des fois des écueils expliqués, dire on a essayé ça, ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu envie de faire une table ronde de 3 CMO vraiment du moment, qui ont vraiment une connaissance forte et qui vont présenter leurs bonnes pratiques et peut-être aussi des écueils sur des stratégies. Et donc, on aura Alexandre Neuras de Protis, Charles Kerkarava d'Apizi et puis Daphné Vogelgesan de Mondial Relais. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est une table ronde de partage, de générosité sur les bonnes pratiques, sur les tendances du moment, ce qui a été testé, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, donc un beau programme masterclass dans notre stratégie éditoriale qui sera complété par des partenaires experts métiers qui viendront parler de call tracking, de data, d'acquisition, de social media, etc. Donc en fait, on a vraiment un complément entre nos choix éditoriaux, nous, du comité éditorial dont tu fais partie, Fred, où effectivement on essaie de trouver les meilleurs sujets du moment, c'est ce qu'on construit là, et qui se complètent avec des masterclass partenaires plutôt experts qui vont la présenter clairement des cas clients avec des clients présents pour montrer concrètement comment on peut mettre en œuvre des stratégies. Donc ça, c'est vraiment le côté workshop, masterclass. Mais à côté de ça, on a des confs inspirantes et on en a 5. Et donc là, c'est vraiment, vraiment de l'exclusivité, parce que le programme, c'est demain. Les inscriptions, c'est demain. Donc Fred a été assez malin pour caler son rendez-vous juste avant Je ne l'envoi sais des pas si inscriptions. j'aurai le temps de monter toute la vidéo, mais oui. Alors, on a Christophe Hague, qui est un chercheur qui est vraiment très brillant, qui a sorti un livre qui fait un carton. Et en fait, il va nous faire une conférence sur À l'heure de l'IA, parlons d'intelligence émotionnelle. Donc, en fait, l'idée, c'est bien effectivement d'avoir, je dirais, des visions différentes, d'avoir des approches différentes et de ne pas tomber dans les biais complets de l'IA, par exemple. Et donc là, il vient avec une approche, je dirais, très réfléchie, puisqu'en fait, il est chercheur. Et donc, c'est vraiment un sujet extrêmement passionnant. C'est vraiment un livre que j'ai lu avec délectation. Donc, je suis très, très content de sa venue, de Christophe, et qui va nous faire une super conférence. J'en ai déjà vu, j'ai eu la chance d'en voir. Donc, c'est vraiment canon. Ensuite, on va traiter de l'IA forcément avec un expert breton. Il faut un petit peu de breton de temps en temps, vous savez, on aime bien ça. C'est Cyril de Souza Cardoso, qui est vraiment un expert. Et puis, on attend sur cette table ronde quelques autres experts qui valideront prochainement. Et puis, une étude des CMO qui a été faite par PwC, l'ADTEM et BVA sur c'est quoi le métier de demain du CMO. Ouais. Et là, on va avoir effectivement des CMO qui vont venir un peu en battle, discuter de cette étude pour se mettre en projection de l'évolution du métier. Et c'est vrai que c'est un métier qui est bousculé avec l'IA, et puis qui est bousculé sur ses marchés, qui est bousculé aussi dans les leviers
qu'on a exploité sur les 10 dernières années. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à écouter, à comprendre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on a ensuite décidé de monter aussi une table ronde e-commerce. Parce que l'e-commerce est en forte croissance, Mhm. mais il est aussi dans une tendance de l'e-commerce durable, d'une concurrence acharnée de la Chine, hein, avec Temu, Shein, etc. C'est des marchés qui bougent, hein. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un sujet, et il se développe d'ailleurs dans le B2B, hein, croissance de Ouais. 40% l'année dernière, 40% de croissance, du coup, Oui, et voilà. puis même, tu vois, le B2C, on voit bien que ça va être lié à la conjoncture économique et ça peut facilement freiner. Avec le B2B, tu as quand même des relations qui sont plus stables, qui sont plus sur la durée, il y a plus de volume, plus de spécificité. Et c'est vrai que j'ai fait une table ronde avec Olivier Sauvage, qui est spécialiste CX, et il y avait aussi Jean-Paul Crène de Fédéo, le syndicat des e-commerçants d'Occitanie. Et c'est vrai qu'il nous disait que l'e-commerce B2B a un énorme potentiel parce qu'en fait, il y a vraiment des besoins spécifiques et il y a encore une digitalisation qui n'est pas encore faite. Il y a encore beaucoup de commerciaux, beaucoup de choses qui se font de manière traditionnelle, par email, par échange téléphonique, alors que il faut, comme on l'a fait dans les autres secteurs d'activité, digitaliser ce qui n'a pas de valeur et au contraire, mettre de l'humain quand il faut et ajouter de l'IA lorsque ça peut apporter de la valeur supplémentaire. Ouais, clairement, puis on parle beaucoup du self-service, hein, depuis un certain Oui. temps. Donc on citait des fois des chiffres, on disait 60%, 70% du parcours d'achat se fait sans Le l'échange avec commercial. un commercial. Et puis des fois, là, on lit 100% dans certains cas, une tendance self-service forte, hein, qui arrive aussi dans le B2B. Oui. Donc effectivement, ça fait partie des grosses tendances. Donc là, on aura une table ronde avec du coup Clotilde Goffard d'ID Market et de Marketplace, et puis d'Espace Émeraude, Lucie Carcaillon. Et c'est aussi intéressant d'avoir effectivement des formats différents, et puis ça va se compléter là, dans les semaines qui viennent. Alors, on va avoir des formats différents d'e-commerce qui s'adaptent à des marchés qui ne sont pas les mêmes, donc hyper intéressant. Et puis la cerise sur le gâteau ou l'invité d'honneur, c'est Pam Dibner, qui est deuxième dans le top 30 des meilleurs speakers marketing mondiaux, qui nous fait le grand plaisir de venir à Rennes. Donc, on continue à avoir toujours des stars internationales qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est un vrai plaisir en tous les cas d'avoir ce niveau de programme qu'on propose au public. Et puis voilà, et après, c'est le public qui nous dira si ça a répondu aux attentes Ah et ben, aux je suis sûr que besoins. oui, parce qu'à chaque fois, on voit les panels d'intervenants et c'est vraiment passionnant. Et puis, c'est vrai que tu l'as dit, il y a aussi cet aspect networking que vous avez un petit peu plus mis en avant cette année, qui est important, c'est de discuter, se revoir. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je fais des événements, je passe souvent plus de temps en off, soit avant, soit après, pour échanger, pour discuter et mettre en place des partenariats. Là, j'ai fait le salon All for Customers où tu étais. Je pense que j'ai pris une vingtaine de selfies chaque jour minimum. Et en fait, toutes ces personnes-là, après, on se dit, tiens, on va se revoir, on va mettre des choses en place. Et j'ai booké mon agenda quasiment jusqu'à mai, tous les midis, pour justement essayer d'exploiter ces événements-là qui sont un moyen de voir des gens en vrai. Parce que LinkedIn, c'est vrai que c'est bien. LinkedIn, ça permet de créer du lien. C'est vrai que les emails, c'est bien. Mais se rencontrer en face à face, échanger, c'est tout ce qui fait la différence. Ah, c'est sûr. Alors cette année, du coup, on a un peu changé de format aussi pour proposer plus d'échanges. C'est qu'on a 2 fois 45 minutes où il n'y a pas de programme. C'est une volonté. Et où on peut, effectivement, en amont, avec une application, prendre des R0, des rendez-vous de 10 minutes pour échanger sur les stands sans perdre le fil des conférences qui se déroulent. Mais l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une des tendances de fond ou une des problématiques de fond, c'est de capter l'attention. Oui. On a une vraie problématique pour capter l'attention des prospects. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a envie de se voir pour de vrai, parce que la vidéoconférence, c'est bien. Les réseaux sociaux, ça a aussi des avantages. Mais on s'est vu à All for Customer, voilà, de discuter en vrai, d'échanger des sourires, d'échanger effectivement des problématiques réelles. Ça fait du bien, ça permet de prolonger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une maturité de la relation client qui fait que c'est quand même, on est beaucoup dans l'écoute client, dans l'empathie, et on essaie d'avoir des réponses quand même précises sur les besoins du client. Donc, voilà, il faut bien choisir ses partenaires, ses fournisseurs, mais je pense que c'est aussi un moment d'échange et ça doit le rester et ça fait partie des tendances, hein. Il y a un retour de l'événementiel qui est clair. On voit des fréquentations quand même assez fortes qu'on avait un peu moins vues. Alors, forcément, pendant le Covid, il n'y en avait pas du tout, mais après, ça s'avait un peu décliné. Et il y a des nouveaux formats, il y a des événements intimistes 10, 15 personnes qui fonctionnent très très bien. Et puis des événements effectivement comme celui-là,
Et globalement, ils sont reconnus par la qualité du programme qui est proposé. Et je Oui. pense que la leçon de tout l'événementiel, c'est la générosité, la générosité, de la générosité. Il faut être généreux avec le public et le public le rend. Donc voilà, je pense que c'est une tendance qui est intéressante, avec entre autres les formats intimistes, les forums, voilà, il y a pas mal de choses qui se font que je trouve intéressants dans Ouais, les c'est vrai que nous, on tendances. fait de temps en temps des petits déj thématiques. On l'a fait l'année dernière sur le retail e-commerce. Et là, on va le refaire sur l'assurance et l'énergie. Et c'est vrai que les matinales thématiques, on fait même un petit déj, toi, demain matin avec Géodis, avec PwC, ton partenaire, dans le cadre de leur club expérience client. Et c'est vrai que quand tu as un retour entre pairs en petite quantité, en petit comité, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a aussi un format que j'ai expérimenté cette année qui était assez intéressant, c'est le format mini-atelier. Tu vois, tu te retrouves, tu as 20 personnes ou 30 personnes, et en fait, tu divises ça en mini-ateliers où les gens ont la parole, parce que le problème dans les conférences de plus en plus, c'est que les gens n'osent plus prendre la parole à la fin, mais par contre, ils viennent te voir et dire ah ouais, je voulais me poser une question. Et ça aussi, c'est intéressant de faire ce genre d'exercice-là, c'est faire des petits groupes, des petits comités, groupes de travail, c'est toujours valorisant, repartir avec un plan d'action derrière. Voilà. Ou le On dit petit-déj. souvent que la seule histoire qui intéresse le client, c'est la sienne quand même, hein. Donc, il peut écouter du coup effectivement des choses, mais effectivement, ce qui l'intéresse, c'est comment il peut se projeter dans une réponse, dans une solution. Et donc, c'est vrai que les mini-ateliers, ça a cet avantage-là. Et puis, dans les grosses tendances, qu'on avait dit qu'on évoquait aussi des tendances, il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui personnalisation, segmentation. Mhm. C'est-à-dire quand on redescend, je pense que l'ABM en B2B, en tous les cas, a amené un regard nouveau sur le marketing, c'est qu'aujourd'hui, on parle de cercle de décision élargi, on parle de cercle d'influence, et on a un vrai besoin de segmenter ce qu'on amène comme information. On a besoin de la personnaliser, d'amener vraiment des contenus justement qui ont un effet waouh, qui capent l'attention, parce qu'effectivement, il y a un peu d'infobésité quand même. Et donc, dans ce contexte-là, il faut sortir du lot, il faut être visible. Donc, on voit bien que le branding a toute sa place un peu en retour, hein, c'est un peu le retour du branding pour travailler sa différenciation, son image, l'émotion qu'on peut faire passer. Oui, Et puis avec, effectivement, faut segmenter, personnaliser, travailler l'influence et puis travailler beaucoup aussi, ce qu'on remarque beaucoup dans les tendances, beaucoup de clients surfent, si tu veux, sur des acquis. Donc en fait, oui, bon, je vends mon produit et là, on a besoin dans un marché qui est bousculé de retravailler sa proposition de valeur face au marché qui bouge. Et donc, il y a besoin de retravailler sa plateforme de marque, sa proposition de valeur. Et c'est essentiel. On ne peut pas, une proposition de valeur, elle ne dure pas 25 ans, hein. Le marché bouge, il faut savoir, voilà, est-ce qu'aujourd'hui elle est adaptée à mes clients? Est-ce que je suis sur les bons clients? Est-ce qu'il ne faut pas me reconcentrer sur des clients sur lesquels je gagne ma vie, donc, qui sont rentables, ou faire de l'upsell sur des clients existants parce que la conquête de nouveaux clients est difficile. Donc, il faut retravailler sa strate en l'actualisant dans un contexte bien différent, avec une vraie demande quand même des entreprises et des directions générales, c'est d'optimiser les budgets en 2025. oui. Donc, il faut faire mieux avec moins. Euh, et donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper, je dirais, de Nous, ce qu'on a commencé à faire depuis déjà 2 ans, c'est les événements croisés. Tu vois, je te parlais d'une matinale qu'on va faire dans pas très longtemps, là, sur le domaine mutuel assurance, là, qui aura lieu le 12 juin. Et ben, en fait, on va le faire avec justement Charles Kergaravat d'Apizzi et un autre partenaire technologique qui s'appelle Green Bureau. Et en fait, on se dit, ben voilà, vaut mieux diviser à plusieurs les frais, parce qu'une matinale, c'est combien que ça coûte au minimum 10 000 euros quand tu as une centaine de personnes. Et donc, après, tu mutualises les bases aussi, tu mutualises les speakers. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a vu et qui est une très bonne tendance et qui permet vraiment j'allais dire, de sortir ton écosystème à toi, d'apporter plus de valeur, comme tu l'as dit, quand tu as différents speakers sur différentes thématiques. Ça, c'est quelque chose qui marche pas mal aussi. Ouais, le co-branding, le co-marketing, le co-événement, c'est hyper intéressant puisqu'on profite avec une entente qu'on a forcément avec notre partenaire, on profite de son audience et lui profite de la nôtre. Et donc, Exactement. ça peut se faire effectivement des ventes croisées ou des complémentarités. Et donc, c'est effectivement une vraie tendance qui est intéressante, puisqu'effectivement, dans un marché pour lequel la conquête est plus difficile, j'ai envie de dire que tout ce qui est intelligent, tout ce qui est collectif se ressent en plus. Il y a toujours un côté sympa dans une action collective et intelligente, c'est que le public le ressent. Il ressent Oui, la complicité.
Et quand on parle de capter l'attention, de créer de l'émotion, bah, quand on ressent la complicité, la complémentarité de l'offre, l'envie de bien servir son client, bah, c'est des choses qui font avancer, on a envie de discuter. Hein. C'est tout simplement assez logique dans la vente. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre tendance sur laquelle tu voulais insister en amont du salon? Bon, alors l'IA, bon, je pense que ça, on a bu et rebu. Bah, c'est Est-ce qu'il clair. Bah, la data, en fait, la data, elle est au cœur du réacteur parce qu'en fait, il n'y a pas d'IA sans data. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de segmentation sans data. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intent data, donc la data d'intention. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, il faut aujourd'hui travailler la data existante dans les bases et bien évidemment bah, savoir dans le parcours d'achat qui revient sur le site, qui lit quel contenu. On peut aujourd'hui tout simplement aussi avoir des listes de prospection qu'on intègre dans LinkedIn Sales Navigator, dans des listes, et suivre les posts faits par les personnes qu'on suit et du coup faire des approches contextualisées. Et puis, c'est aussi d'avoir bah, les bonnes personnes au bon endroit pour les contacter, parce que tu as 30 à 40% des gens qui changent de poste chaque année. Et donc, les bases sont globalement assez obsolètes. Donc, en fait, il faut absolument que la data soit au cœur pour raffiner ses stratégies. Et puis, il faut avoir de la data d'intention. C'est quand même plus facile de contacter quelqu'un qui a un projet, qui est intéressé par un sujet, que de contacter à froid. Donc, ouais, l'item data est un enjeu. Ça se développe plutôt pas mal. Il y a pas mal d'outils qui permettent d'avoir aujourd'hui de la data d'intention. Dans les segmentations de data aussi, je trouve qu'il y a des progrès. On peut aujourd'hui avoir les data, par exemple, des entreprises qui sont sur la RSE. On peut avoir la data des entreprises qui ont, je dirais, une part de femmes plus importante. Voilà, donc on peut avoir de la data sur des postes. Voilà, donc il existe aujourd'hui des segmentations intéressantes qui permettent d'avoir des plans marketing plus précis, plus proches des enjeux qu'on peut avoir. Et puis voilà, donc je pense qu'il faut être bien équipé en termes d'outils, mais il faut effectivement travailler sa data, personnaliser, bah, segmenter, je suis retravailler 100% son d'accord avec contenu. toi. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on a une solution de marketing automation qu'on utilise en interne avec le scoring traditionnel. Et maintenant, on l'enrichit grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'avec Mistral, qui est super bon au niveau des données françaises, hein, vraiment, il surclasse tous les autres outils, et bien en fait, on a resectorisé nos clients sur comment dire, les secteurs d'activité qu'on a en cible, parce qu'on n'a pas les secteurs d'activité APE. Et ça se fait vraiment très simplement, très facilement. Et t'enrichis ton CRM pour faire des actions plus ciblées, plus personnalisées. Nous, en l'occurrence, c'est du sectoriel. Et moi, je crois beaucoup à, à dépasser le simple scoring en disant, bah, OK, tu as un responsable relation client, expérience client qui vient dans ta base, même s'il a téléchargé un petit contenu, vu sa profession, vu quelques mots-clés ou le type de société, tac, tu dois absolument devoir le contacter. Et ça, je trouve que c'est un des gros sujets. Rappeler au bon moment, comme tu disais, bien cibler les personnes et pas faire de la masse. Ouais, clairement. Puis aujourd'hui, bah, tu as les notifications sur ton CRM des gens qui reviennent sur le site alors que tu les as contactés, tu les as dans Sales Navigator, tu as de la data qualifiée, donc il faut travailler un peu tout ça pour être au bon moment. Et c'est là qu'effectivement, bah, on marque des points et on est en confiance. Et donc, l'objectif, c'est d'être en confiance avec le client, élargir les cercles de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur la prise de décision, c'est 5-6 personnes en moyenne sur des enjeux importants. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à élargir les cercles de décision pour gagner des contrats. Donc voilà un petit peu comment on doit s'équiper en tous les cas en 2025. Et puis le maître mot, c'est de recréer un contexte et un climat de confiance pour les affaires, parce que c'est la confiance qui est bien le premier moteur du coup du business. Ok. Merci pour toutes ces infos, ça donne vraiment envie de participer. Alors justement, on va essayer de passer à cet aspect opérationnel. Est-ce que tu peux nous dire, donc ça parlait de la date, tu peux me rappeler les horaires et ben, combien ça coûte? Eh bien, écoute, on va s'inscrire sur intelligencemarketingday.fr, qui est le site. Et donc, c'est un événement qui coûte 170 euros TTC, du coup, en inscription, et qui permet d'accéder à toute la journée, du coup, et aux 35 conférences au choix. Et il y a des petites surprises, puis dans certaines conférences, il y a des livres offerts. Je pense à Christophe Feig. Tous les participants auront le livre offert de sa conférence. Et Ouais. donc voilà, donc il y a plein de petites surprises sur l'événement. Et c'est vraiment un événement quali, c'est un événement auquel je vous invite. Si vous êtes CMO dans des entreprises, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir le mardi 17 juin à Rennes, au couvent des Jacobins. C'est vraiment un événement à ne pas manquer qui fait rapidement le plein. Donc,
Ne traînez pas trop à prendre vos billets. Eh ben, merci Michel, merci pour toutes ces infos. Et donc, bah, rendez-vous tous, rendez-vous sur Intelligence Marketing Day, donc à Rennes, une journée incontournable pour tous les pros du marketing. Merci Fred. À bientôt. À bientôt.